Voilà, mes amis, on reprend notre magnifique cours, tellement apprécié. Je sais, à chaque fois je le dis, parce qu'à chaque fois je reçois tellement de messages. Et les derniers messages que j'ai reçus, dites merci à Monsieur Ababou, il nous ouvre les yeux. Nous ne savions pas tout ce que nous apprenons maintenant grâce à vos cours. Soyez bénis, etc. Énormément de non-juifs aussi, puisque comme vous le savez aujourd'hui avec Internet, et tous ceux qui enseignent sont écoutés par beaucoup plus de non-juifs que de juifs, puisqu'il y a des milliards de non-juifs aujourd'hui qui se réveillent et qui découvrent la Torah. Et donc, sachez que vous êtes très appréciés. Les gens ont une reconnaissance à votre égard inimaginable. Beaucoup se doutaient que les choses sont pourries, mais ils me disent tous, vous parlez avec une telle clarté, avec une telle précision, que vraiment les yeux s'ouvrent et les consciences se réveillent. Et donc c'est pour ça que ce rendez-vous que nous faisons est d'une importance extrême. Et moi aussi personnellement je vous remercie pour tout ce que vous apportez à des milliers, parce que c'est des cours qui sont écoutés par des milliers et des milliers de personnes dans le monde, partout. Et donc encore une fois merci pour ce que vous apportez. On va directement commencer. Je cède la parole à notre grand ami, Monsieur Ababou, et je vous accompagne comme votre élève dans ce cours. Je suis votre élève dans ce cours et j'ai beaucoup de fierté à le dire, ça ne me dérange pas du tout. Bien, Rav, permettez-moi maintenant, vous voyez que c'est une habitude, je vais commencer par une citation de Monsieur Martin Luther King. La lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les personnes qui font le mal. C'était son troisième principe de la non-violence. Comme vous comprenez, diriger notre combat contre les forces du mal, mais pas contre les personnes qui font le mal. Voilà. Alors ça veut dire quoi concrètement? Parce que si tu t'attaques aux forces du mal, tu t'attaques forcément à celui voilà. qui diffuse ces mauvaises pensées. Alors voilà, c'est pour ça. Alors tout le problème, alors juste un mot, tout le problème est le suivant. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les forces du bien, et les forces du mal après le péché d'Adam Arishon, le péché de Chava, etc., elles se sont, si vous voulez, révélées, elles se sont incrustées dans les forces du bien, et elles dirigent le monde depuis ce moment-là. C'est-à-dire, véritablement, ces forces-là dépassent complètement le 21e siècle, le 20e siècle, le 19e siècle, etc., etc. Elles sont, si vous voulez, inhérentes à la création après la faute d'Adam Arishon. Ça, c'est un premier point. Donc moi, c'est pour ça que je ne parle pas des hommes, je ne parle pas des structures, c'est pas que j'ai peur. C'est tout simplement, c'est parce que ce qui est important, c'est l'essence même des choses. Ce qui est important, c'est la racine même des choses. Dans ces hommes-là, dans ces structures-là, il y a des forces terribles. Attendez, j'ai pas fini. S'il vous plaît, là. Il y a des forces terribles qui sont là, qui sont sous-jacentes et qui s'habillent en dictateurs, en institutions, etc. Alors c'est évident que ces dictateurs, ces institutions, etc. sont elles-mêmes portées par les forces du mal, et elles sont dirigées, entre guillemets, parce que tout vient de Dieu, bien entendu, elles sont dirigées par ces forces du mal. Alors, Martin Luther King a raison, mais il a raison en partie, parce que pour moi, un homme qui fait du mal est un homme qui est habilité à faire du mal. C'est la question que je vais vous demander. Si vous vous attaquez au nazisme, et forcément vous vous attaquez à Hitler. Mais bien sûr. Tant que Hitler est vivant, le nazisme est vivant. Donc il faut forcément le liquider pour qu'il n'y ait plus de nazisme. Mais bien sûr, sûr. Alors, comment vous comprenez ce que dit Martin Luther King alors? Qui était un grand homme. Mais on est obligé, puisque c'est l'homme qui est derrière les forces du mal, on est obligé de liquider l'homme pour pouvoir faire tomber les forces du mal. On est obligé de liquider l'homme parce que... guerre à Amalek de génération à génération, d'accord? On va guerre contre Amalek. Voilà, Shabbat, bientôt Purim. Bien que, d'un autre côté, la Torah confirme ce que Martin Luther King dit. Timche et Zecher Amalek. C'est l'idéologie d'Amalek. Ça veut dire que finalement, Martin Luther King parle exactement comme le dit le verset. Exactement. Ça veut dire que la Torah ne nous dit pas détruis Amalek, détruis l'idéologie d'Amalek. Voilà. Alors évidemment, ça risque de passer par Amalek lui-même, mais notre combat doit être plus, effectivement, comme il le dit. Je ne pense pas qu'il exclut le fait qu'on fasse tomber l'homme qui est derrière, mais notre vrai combat est contre l'idéologie du mal plus que contre l'homme qui a émis cette idéologie. Absolument juste. Ce qui est fondamental, c'est de voir que derrière l'homme, derrière l'institution, il y a des forces qui sont des forces terrifiantes, qui viennent, encore une fois, de Bereshit, et qui
essaye, par une dynamique interne implacable, de dominer tout pour prendre la place d'Hachem. C'est ça, si vous voulez, le programme du Satan. C'est Nimrod. Le programme de Nimrod, c'est ça le programme du serpent. Nos maîtres nous disent qu'il chassait les gens de devant Hachem. Voilà. C'est une métaphore, ça veut dire. C'est-à-dire, il empêchait les gens de se connecter à Dieu. Il empêche. Le premier dictateur de l'histoire. Et c'est ça, biblique. exactement ça qui se passe. Alors maintenant, on revient un peu à l'économie et ce qu'on a dit les dernières fois. Le corps monde est un corps, donc, qui est relié à une structure, à un ou des systèmes et évidemment à des régimes, c'est-à-dire à des fonctions. Ces fonctions-là sont incluses dans les systèmes. D'accord ? Dans un corps sain, il y a, on a dit l'autre fois, une sorte de complémentarité des fonctions, de manière à ce que tout l'ensemble du corps puisse fonctionner en symbiose. Mais il recrée sur le plan financier la structure du corps humain. Voilà. Alors, ça c'est une première chose. Maintenant, dans les forces du mal, comme on l'a dit l'autre fois, ce corps monde à l'envers, il y a ces forces-là qui vont d'abord diriger à partir, si vous voulez, de la tête. Ils vont former une tête, qu'on pourrait appeler aujourd'hui le gouvernement mondial. Vous voyez, à partir d'une tête, mais une tête complètement secrète, complètement cachée, et qui vont, en fin de compte... Dont les gouvernants ne sont que leurs poupées. Dont les gouvernants et dont les institutions, on va voir tout à l'heure comment ça se passe, plus ou moins, d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu. Comment ça se passe ? Eh bien, dont les gouverneurs, dont les institutions, dont les systèmes, dont tous les systèmes économiques et sociaux, leur sont en fait... Politiques aussi. Et politiques, bien sûr, et politiques, et juridiques, leur sont inféodés. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, par exemple, nous sommes aujourd'hui dans un monde extrêmement inégalitaire. Mais on n'imagine pas la gravité de la situation. Je vais vous donner 2-3 chiffres qui sont, pour moi, absolument terribles. D'abord, ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, représentent 0,001% de l'humanité. 0,001%, ça veut dire presque rien. Mais ils ont 90%. Mais ils sont au moins, minimum, 90% des richesses. Écoutez-moi bien, Rav, s'il vous plaît. Avec le mérite que je vous dois, c'est terrible ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, en 2019, selon l'Institut Oxfam, qui est un institut extrêmement sérieux anglais, n'est-ce pas ? Vous avez à peu près plus de la moitié de la population mondiale qui gagne 5,5$ par jour. 5 dollars, la moitié de la population, ça veut dire à peu près 3,5 milliards personnes qui gagnent. Ça veut dire en dehors de l'Europe, surtout. Attendez, de manière générale, on parle de l'humanité. On parle de l'humanité. On parle de l'humanité. En Inde, bien sûr. Oui, on parle de l'universel. D'accord ? Est-ce que vous vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque M. Henry Ford, n'est-ce pas, il a voulu lancer son entreprise en 1919. Les voitures Ford. Oui. Son entreprise de voitures, d'automobiles, il a multiplié par 2 le salaire horaire. Il est passé de 2,5$ à 5$. Nous sommes en 1919. D'accord ? Oui. Voilà, aujourd'hui, 100 ans après, parce que ce sont des chiffres de 2019, 100 ans après, vous avez la moitié de la population qui n'a absolument pas profité d'un iota, de rien, presque de rien du tout, des richesses créées en 100 ans. Or, en 100 ans, jamais la Terre, jamais la planète Terre a produit autant de richesses. Jamais. Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et quand je dis 3,5 milliards, si je passe à ceux qui ont 10$ par jour, ça veut dire 35 shekels, ça veut dire, regardez en euros, hein, ok, ça veut dire presque rien, 15€. Vous comprenez ? Alors, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près à 5 milliards, à peu près d'individus qui gagnent même pas 15€ par jour. Et la situation est tellement grave qu'en 1919, au temps d'Henry Ford, les agriculteurs, ils avaient leur lopin de terre, ils pouvaient manger. Mais aujourd'hui, ce sont, d'une manière générale, entre guillemets, ce sont des salariés.
Ils sont soit salariés d'un métayer, soit salariés de l'État, soit salariés de la région, soit salariés d'une localité. Ils se sont des salariés. En Afrique, les Chinois ont acheté pratiquement Voilà. toutes les terres africaines. Exactement. Ce sont des salariés. C'est-à-dire que véritablement, la situation aujourd'hui, elle est en fait, malgré ce qu'on pense, incroyable ce que je veux dire, c'est incroyable, pire qu'elle était en 1919. Alors quand même, aujourd'hui, nous avons des machines, nous avons tout pour pouvoir produire. Akadosh Baruch Hu nous a donné tout pour être complètement assouvi de biens matériels, de services matériels. Donc c'est une première chose. Ça, c'est très important. Une deuxième chose, très importante, vous avez la plupart, 90% de ces gens-là s'arrangent à ne payer que 30% des impôts qu'ils doivent. Vous comprenez? C'est fou. C'est-à-dire, les gens très riches Voilà. ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un manque pour l'État, pour la région, pour les localités, et pour les villes. C'est-à-dire véritablement. Alors, qui paye à leur place? Évidemment, les classes moyennes. Mais évidemment. Alors maintenant, regardez, Évidemment. ce qui est terrible, grave, c'est que les grands perdants de tout ce qui se passe depuis les 40 dernières années, et vous le savez parce qu'on l'a déjà dit, et je reviens sur ça, ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes ont été, j'allais dire, exploitées d'une manière éhontée par ces forces-là. Elles se divisent, si vous voulez, en trois. Une petite partie est devenue très riche parce qu'ils ont collaboré avec eux et ils font partie de la classe dirigeante. Une très grande partie. C'est dans la classe moyenne. Oui. Ils sont montés. Voilà, je parle de la classe moyenne qui sont montés, n'est-ce pas? C'est à peu près 10%. Vous avez 10%, vous avez 15 à 20%. 10% de cette classe moyenne arrive à devenir extrêmement riche par cooptation, par solidarité bon, bref, vous m'avez compris, avec les autres de plus en plus riches. Donc, ils se sont déconnectés des classes moyennes, sont devenus des classes aisées ou très aisées. Vous avez 15 à 20% des classes moyennes d'origine, n'est-ce pas, qui se sont appauvries. Bien sûr. OK. Et vous avez, et celles-là, elles ont atteint un niveau aujourd'hui presque de déshérence. C'est-à-dire, véritablement, elles ont perdu leur point de repère. Se sont devenues presque des choses. Parce que, imaginez-vous, vous êtes marié, vous avez 5 enfants, vous avez 40 ans, vous avez un salaire à peu près correct de 3 500 €, vous perdez votre emploi, ou bien on vous dit, monsieur X, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui passe en ce moment avec le corona, en etc. Israël, tout s'écroule. Voilà, en Israël, tout s'écroule, et pas seulement en Israël, mais en France aussi, et en Amérique aussi. C'est-à-dire, véritablement, la classe moyenne qui était l'épine dorsale du système, elle se décompose. Et à l'intérieur de cette classe moyenne-là, vous avez beaucoup d'artisans, de petites entreprises, qui aujourd'hui tiennent leur entreprise grâce à un certain nombre d'aides plus ou moins étatiques, plus ou moins locales, qui font qu'ils tiennent pour l'instant, mais ils sont prêts à tomber. Mais bien sûr. Alors vous savez quelque chose qui est terrible. Le ministère de la Justice en France, est en train d'étudier une loi qui dit que, en cas de faillite, les ayants droit, oui. ceux à qui on va donner au début, au premier, Oui. les ayants droit ne seront plus au premier niveau les salariés, Oui. mais d'abord les capitalistes. C'est-à-dire que si une entreprise est fait faillite, normalement la loi a aujourd'hui, avant que cette loi ne passe, et malheureusement elle va passer, eh bien, si vous êtes salarié, l'entreprise d'abord doit vous payer votre salaire. Obligatoire. Mais à partir de maintenant, quand ça se passera en France, quand ça se passera, eh bien, d'abord on va payer les actionnaires, ensuite on va payer les fournisseurs, etc. Et s'il reste de l'argent, vous avez compris, on va payer ces malheureux salariés. Alors imaginez-vous un peu la classe moyenne, dans quel état elle sera à ce moment-là. Or, nous savons très bien qu'avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe, et le prochain virus qui va être lancé, etc., donc à partir de ce moment-là, vous savez très bien qu'on va vers la faillite de ces entreprises-là. Mais ils veulent détruire toute l'économie moyenne. Voilà. Alors, c'est-à-dire que cette classe moyenne... Toute cette histoire de virus, c'est uniquement une vitrine pour détruire l'économie des classes moyennes. C'est ça. Alors, cette classe moyenne est aujourd'hui tout en souffrance. Alors, pourquoi c'est très grave?
Pourquoi c'est très très grave? Parce que la société repose aujourd'hui dans son épine dorsale sur ces classes moyennes. Sur ces classes moyennes. Ils sont la majorité. Parce que, non, parce que, pas vraiment, c'est pas ça. Non. Non, je ne veux pas faire un cours sur la population active, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'elle travaille véritablement, elle crée des richesses. Oui, elle crée des richesses. Ce sont des producteurs, ils investissent dans les machines. Les grands riches ne font qu'investir, mais voilà, ils ne travaillent pas. Voilà, vous avez compris. Les grands riches, eux, ils vont commencer à investir dans les marchés financiers, ils vont commencer à spéculer, la spéculation qui devient de plus en plus incontrôlable, incontrôlée, etc. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose très 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 importante, c'est que cette tête-là, de ces forces-là, de ce corps-monde qui existe aujourd'hui et qui est presque en train, si vous voulez, de se révéler au plus grand nombre, sur le point de se révéler, nous sommes à la fin de ce processus de dynamique de l'histoire. C'est un processus qui a commencé depuis des siècles, mais là, on arrive à la fin. Ils vont dévoiler leur jeu. Et avant de dévoiler leur jeu, ils attendent d'abord de prendre possession, entre guillemets, de toutes ces institutions mondialistes, qui sont absolument stratégiquement porteuses de pouvoir et de domination. Par exemple, ce qu'on appelle le Forum économique mondial, qui s'est réuni il n'y a pas longtemps à Davos, qui représente, si vous voulez, l'ensemble de ces gros industriels, de ces très grosses banques, etc., etc. Vous avez par exemple le G7, tout le monde connaît, le G20, tout le monde connaît évidemment, mais vous avez aussi des institutions qui sont un peu moins connues, comme le Fonds monétaire international, d'accord, qui descendent d'ailleurs des accords de Bretton Woods de 1944. Vous avez des institutions qui ne sont pas connues, mais qui sont très importantes, comme la BRI, la Banque de règlement internationaux. La Banque de règlement internationaux, c'est l'union des banques centrales, qui a été d'ailleurs aujourd'hui complètement secondarisée. Vous avez ce qu'on appelle la BIRD, la Banque internationale de recherche et de développement, qui est spécialisée, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est spécialisée aujourd'hui, depuis une bonne quarantaine d'années, d'ailleurs, à l'aide aux pays en développement. Et vous avez vu, ils mettent leurs hommes, ils mettent leurs femmes au niveau stratégique de ces institutions. Comment ils font? C'est pas difficile. Ils financent, ils acquièrent une partie du capital de ces institutions, qui sont des institutions absolument mondialistes, comme l'ONU. L'ONU est complètement pénétrée par ces forces-là, complètement, et quand je dis l'ONU, c'est l'ONICEP, et tout le reste, n'est-ce pas? Et tout le reste. La CNUSED, etc. Et toutes ces forces-là sont véritablement noyautées par ces forces-là, qui fait que véritablement, il n'y a rien à attendre j'allais dire presque d'humain. Presque d'humain. Vous comprenez le problème? Alors ça, c'est très important. Alors comment ils font? Alors je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a à peu près un mois et demi, par un très proche parent, en Israël. Ce proche parent, il a été... vous précisez, vous ne pouvez pas donner des détails. Non, je ne donne pas de détails, je ne vais pas de manière générale, bien sûr. L'histoire est vraie. L'histoire est vraie, absolument, c'est du vécu absolu, hein, absolument vrai. Par une entreprise mondialiste, qui a fait, entre parenthèses, 250 milliards de dollars de profit depuis la crise du coronavirus, entre parenthèses, je ne donne pas de nom. Et cette entreprise contacte cette personne, qui m'est très proche, et qui lui dit, voilà, cher ami, nous sommes intéressés par vous, nous voulons vous donner un très grand salaire. Il était absolument époustouflé, un genre de 80 000 shekels ou 100 000 shekels par mois, d'accord? Et vous allez faire partie de cette direction Europe, de notre entreprise mondialiste. Et vous allez être sous la couverture d'une sorte de directeur général allemand, voyez, avec des sous-directeurs qui sont italiens, français, espagnols, et il y aura vous, un Israélien. Et ces gens-là disent, mais il faut faire un certain nombre de tests psychologiques. Alors, ce qui est terrible, pour voir si vous êtes un vrai robot. pour voir si vous êtes, voilà exactement, un vrai robot. On va voir
savoir si on peut vous utiliser à fond ou pas. Alors vous avez de très bonne qualité, on a vérifié parce qu'ils vérifient tout avant, n'est-ce pas? Et ils ne téléphonent pas comme ça, et ils ont vérifié qu'il était très bien noté par ses supérieurs, et qu'il etc., et que c'est un petit bijou, parce qu'ils cherchent des petits bijoux comme ça dans le monde entier, en France, au Ternion en Israël, en Amérique, à Harvard, etc. Et ces gens-là, qui sont extrêmement, des têtes, j'allais dire des têtes farcies, qui sont extrêmement douées, eh bien, ils vont essayer de les récupérer à coût d'abord de milliers de dollars, déjà, mais ils vont les formater. Ils vont les formater, c'est-à-dire qu'avec ces tests-là, ils vont voir, par exemple, leur capacité de réaction face à l'imprévu. Vous voyez? Est-ce qu'ils vont être fidèles face à l'imprévu à l'entreprise? Oui, surtout qu'ils vont se donner entièrement à l'entreprise. Voilà, et ils vont véritablement perdre tout leur principe de jugement. Ils vont être complètement inféodés à ces commandements. Et ils ont dit, il y a 14 commandements. Il y a 14 commandements que vous devez absolument respecter, il a vérifié tous ces tests jusqu'à ce moment-là. Oui, il était pris, ça y est, il était pris, absolument. Ils étaient très contents, ils devaient parler anglais, etc., etc. Bon, ça, c'était pas un problème. Mais le grand problème, c'était ces tests et ces 14 commandements. Il dit, mais attendez, moi je suis religieux, je suis fidèle à mon Dieu, moi je connais les 10 commandements, je ne connais pas vos 14 commandements. Il a été radié immédiatement, il a été remercié immédiatement, on a rayé de la liste, il était pris ce parent. C'est-à-dire que le point culminant de ce qu'il voulait, c'est tu tournes le dos à ton Dieu, et ton Dieu, c'est les lois de l'entreprise. Voilà, alors ils ont utilisé ce qu'on appelle... J'ai eu la chance d'enseigner cela pendant des années dans les grandes écoles en France. Ils utilisaient ce qu'on appelle, ils utilisent toujours, notamment, pas seulement, le principe de Peter. Peter était un grand sociologue américain, Peter Drucker, et qui avait dit que lorsqu'on va embaucher quelqu'un, il faut absolument le niveler d'abord vers le bas. Bon, je suis très, très, très synthétique, je vais très vite, bien entendu, de manière à le mettre nu, et de le formater en fonction de l'entreprise. Et il y avait un autre sociologue qui s'appelait Meadows, qui parlait de la pyramide, de la pyramide de la forme d'appartenance, de l'estime, etc. Il y avait une pyramide dans les besoins identitaires du travailleur. Eh bien, il faut absolument faire en sorte que le principe d'appartenance à ces gens-là, d'appartenance à ces forces, d'appartenance à cette entreprise, soit le plus optimisé possible. Alors, ils utilisent des techniques qui sont des techniques extrêmement lourdes, extrêmement rusées, mais extrêmement savantes, qui fait que, véritablement, on met à nul l'individu et on le formate doucement, on le porte doucement, de manière à ce qu'il se calque complètement à l'entreprise, à la nation, parce que les présidents, c'est la même chose, à la nation, aux institutions internationales, n'est-ce pas? Et si, par exemple, tel individu de tel FMI ou de tel groupe, eh bien, ne fait pas l'affaire parce que, tout simplement, il est, quelque part, pas assez solidaire, eh bien, on le change. C'est-à-dire que, véritablement, l'individu, l'homme ou la femme qui va la remplacer est déjà préparé. On en fait des robots. Et on le change, on en fait des robots, et l'individu qui va le remplacer, homme ou femme, est déjà préparé, elle attend son tour, si vous voulez. Vous voulez un exemple? Mais de toute façon, excusez-moi de vous interrompre, c'est déjà le cas dans des unités d'élite extrêmement cachées et mystérieuses, dans tous les services d'espionnage, etc. Les gens sont complètement, on leur lave le cerveau, etc. Ça devient des robots au service... Et parfois même, ils ne savent même pas ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ils ont reçu un ordre, tu dois tuer telle personne, ou mettre une bombe là, etc., peu importe. Et voilà, il agit avec une force incroyable, parce que ce sont des héros au niveau de l'unité d'élite à laquelle ils appartiennent, mais on leur interdit de savoir pourquoi et comment ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Ils doivent agir, un point, c'est tout. Exactement. Alors, donc, on fait, si vous voulez... la partie féminine de l'être humain, c'est la réalisation, n'est-ce pas? C'est la bina, c'est la réalisation. Donc on va véritablement appuyer sur le paraître. Vous voyez, il faut que vous ayez un beau costume, une très bonne cravate, que vous avez toujours un classeur en cuir, etc. Que vous allez jouer, quoi. Vous êtes un acteur.
Et dans ce jeu d'acteurs, vous êtes un pion. Alors vous allez jouer à être président. Vous allez jouer à être président d'un État. Vous allez jouer à être président d'une association. Vous allez être président, et ce sont des êtres qui ont une fonction extrêmement stratégique. C'est-à-dire que, véritablement, ce sont les vrais décideurs, ceux-là. Mais derrière tout ça, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas libres. Ils décident ce qu'on leur dit, ou un coup de téléphone, ne serait-ce qu'un regard. Vous savez, un regard dans une réunion très importante, on a compris, quoi, c'est tout. Hein. C'est tout. Ne serait-ce qu'un regard. C'est pas la peine, ils ne sont pas forcément menacés. Ils sont, si vous voulez, contrôlés au jour le jour et malaxés de manière à ce qu'ils arrivent véritablement à leur objectif, qui était l'objectif, évidemment, de domination économique, financière, etc. Alors, comment ils agissent? Comment ils agissent? Comment cette tête-là, que j'appelle moi la tête du serpent, comment qu'elle agit? Avec ruse, avec tout ce que vous voulez. Comme le serpent. Comme le serpent, mais comment qu'il agit? Il utilise ce qu'on appelle la tactique du salami. Vous savez ce que c'est que ça, Rav? Non. C'était une tactique qui était très chère à Henry Kissinger dans les années 70. C'est pas difficile. On prend un salami, on le coupe en rondelles. Oui. On enlève une liberté, on enlève un peu de revenus. Non, c'est rien du tout. Hein. On n'augmente pas le SMIC. On enlève une autre rondelle. On va déconnecter la famille de l'école. Après ça, notre rondelle, on va déconnecter l'homme de la femme au sein de la famille, on va faire en sorte que l'homme est au chômage et que la femme va être obligée de travailler, on va créer carrément, on va faire imploser la famille. Après ça, on va agir sur le quartier, jusqu'au moment où le salami il est complètement découpé, il ne reste plus rien, et c'est trop tard. Ça s'appelle la tactique du salami, qui est très connue, n'est-ce pas? Et c'est terrible. C'est ce qu'ils font dans toutes les cités de HLM, etc. Oui, c'est ce qu'on fait. Ils introduisent des forces à eux pour détruire tout de l'intérieur. C'est ce qu'on fait, voilà. C'est ce qui se fait, et c'est ce qu'on fait au niveau mondial. C'est-à-dire, avec le coronavirus, par exemple, on va tout simplement, doucement, non, ne vous cassez pas la tête, ça va revenir, hein. 3 semaines de confinement. 3 semaines de confinement, c'est rien. Vous pouvez aller faire les courses, vous pouvez aller faire là, vous pouvez aller au Monoprix en France, vous pouvez aller mais on va multiplier les divorces par 4 voilà. par 5. Mais on va faire en sorte que dans les couples, il va y avoir des divorces, il va y avoir de la violence. La violence inimaginable. L'enfant va devenir fou parce que le Zoom, il ne marche pas. Les enfants sont en train de devenir fous. Ici en Israël, on le voit. Voilà. Comment on appelle ça, ceux qui sont... les adolescents sont en train de devenir fous. Voilà. Exactement. Ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, on est en train de détruire chez l'adolescent, chez le jeune, toute velléité de devenir, en fait... Pour en faire demain un esclave. Mature. De devenir adulte. Pour en faire demain, tout simplement, un esclave. Grave, excusez-moi, c'est l'esclavage d'Égypte. C'est Nimrod, encore une fois, on revient toujours à cette C'est pour ça que tous les jours, 2 fois par jour, on repart à la sortie d'Égypte pour nous faire comprendre qu'on n'est pas du tout sorti d'Égypte. Mais bien sûr. On est physiquement sorti de l'Égypte de l'époque. Mais bien sûr. L'idéologie égyptienne, exactement. Elle continue plus forte que jamais sur l'humanité tout entière aujourd'hui encore. Exactement. Alors maintenant... C'est d'ailleurs pour ça que le soir du Seder, on casse la matzah en 2. Et la plus grande partie, on la mange à la fin du repas, comme pour dire que la plus grande partie de la sortie d'Égypte ne s'est pas encore réalisée. C'est ça. On n'a eu qu'une petite partie pour l'instant. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces grandes parties, ça veut dire quoi? C'est à la fin des temps de l'histoire. C'est à notre époque. À notre époque, eh bien voilà. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Alors donc, il y a une première sortie d'Égypte et il y a une dernière sortie d'Égypte. Il y a une sortie d'Égypte des Hébreux, il y a une sortie d'Égypte dernière de l'humanité entière. Qui est la délivrance finale. Qui est la délivrance finale. On va se libérer de ces forces rusées, sataniques, nimrodiennes, égyptiennes, entre guillemets, pharaons. Une question idiote, mais comment vous pensez qu'on va arriver à pouvoir faire tomber un système qui possède 90% ou 99% de toute la richesse mondiale? Mais vous savez bien que... Ça veut dire qu'ils envoient n'importe qui, en 30 secondes, t'es mort. Oui, mais bien sûr. Mais il y a Dieu. Alors évidemment, les idiots vont dire le Messie va venir. Non. Très bien, mais qu'est-ce qu'il va faire le Messie concrètement? C'est ça. Alors, c'est pas un ange, le Messie, c'est pas le fils de Dieu. C'est un être humain. Comment il va faire? Voilà. Alors, on en reparlera. Hein, vous permettez qu'on en reparlera? Avec plaisir. Parce que il y a ce qu'on appelle la Torah de la délivrance,
qui va réveiller, je veux répondre un peu à votre question, qui va réveiller des masses énormes de population, peut-être des millions, peut-être même plus que des millions de personnes qui vont d'abord commencer à se révolter, mais ils ont prévu cela, hein, ils ont prévu l'armée, etc. Mais après, ils vont comprendre qu'ils ont été tout simplement dépecés et manipulés, etc. Et cette révolte va être une révolte mondiale, et ils vont comprendre que de Jérusalem vient la parole. Et c'est ça. Qui missionne, etc. Voilà. Et ils vont comprendre. Hashem, voilà. la parole d'Hachem sort de C'est-à-dire Jérusalem. qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser les non-juifs pour faire sortir le Mashiach ben David. Et c'est ces non-juifs qui se réveillent, qui vont pousser, grandir, qui vont dire, mais attends, mais ce qui se dit à Jérusalem, sur Internet ou sur je sais pas quoi, sur les journaux, dans les journaux, mais c'est ça la vérité. Donc comment on va faire Dieu? D'une manière extrêmement sournoise, parce que attendez, Rav, excusez-moi. Il va utiliser exactement la ruse du serpent pour tout simplement contraindre le serpent à se dévoiler. Et les armes du serpent sont les armes de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va susciter dans les âmes des non-juifs, de l'universel, n'est-ce pas? Il va susciter un besoin d'écoute, un besoin de stimulation, un besoin de révolte. Mais c'est exactement les forces de Moshe. Et qu'est-ce qu'ils ont dit malheureusement les rabbins de l'époque à Moshe, les chefs de communauté de l'époque? Mais Moshe, tu vas nous augmenter l'antisémitisme. C'est ce qui va se passer ici. Malheureusement, nos rabbins, nos chefs de communauté, nos chefs politiques vont dire, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est cette voix-là qui sort de Ne dites pas nos rabbins, dites le clergé. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils sont contre nous? Et je dirais même plus que ça. C'est que les peuples non-juifs vont dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe en Israël? Mais ils le comment disent déjà. Comment ça se fait que vous êtes contre nous? Nous, comment ça se fait? Nous, on veut vous sauver. Comment ça se fait? Vous faites tout pour nous empêcher de vous sauver. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et c'est comme ça que Dieu va, si vous voulez, intervenir dans l'histoire, doucement, mais d'une manière extrêmement rapide. Le rattachement d'Israël a des millions et des millions d'hommes et de femmes parmi les nations qui vont se réveiller. Et c'est eux qui vont être la force du Mashiach. Voilà, c'est exactement ça. Et sachez que le Zohar le dit explicitement. Le Zohar dit explicitement que quand le Mashiach va se dévoiler, les premiers qui vont se joindre à lui seront des hommes et de femmes de toutes les nations qui vont se joindre à lui. Et comme ils sont des millions de fois plus nombreux que les Juifs, sa véritable armée sera constituée essentiellement de gens des nations. Le Zohar le dit explicitement dans Sefer Bereshit. Alors donc, maintenant, si on revient un peu à l'économique, eh bien, on comprend que le problème d'endettement des États a été stratégiquement préparé, voulu, organisé. Et donc, l'effondrement des États et des nations, parce que le but, c'est un monde en éclatement. Le but, c'est d'imploser le monde d'hier pour en faire un monde nouveau, soi-disant nouveau, mais vierge. Le but, complètement dépendant des forces dominantes. Il faut faire table rase de tout. Et en faisant table rase de tout, on fait vraiment table rase de tout, y compris du travail. Et donc, l'augmentation du chômage. On n'a aucun problème avec cette augmentation du chômage. Pourquoi? Parce que de toute façon, ces gens-là sont voués au sous-emploi pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a plus d'emploi pour eux. Ils sont remplacés par les machines, remplacés par la technologie, remplacés tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Alors, c'est pas difficile. Une situation où il n'y aura même plus de magasins. Mais bien sûr. Tout se commandera sur Internet. Voilà. On va leur donner ce fameux revenu universel pour les calmer, d'accord? Pour les rendre, j'allais dire, toutouisés. Hein? On va les rendre un peu moutons. Et ils vont se calmer, ils vont avoir exactement tout ce qu'il faut. Mais seulement, ils vont être tout simplement, au niveau économique, inféodés. Bien sûr. À ces forces-là. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Alors c'est vrai que il y aura entre guillemets moins de pauvres par rapport à aujourd'hui parce qu'il y aura un revenu universel. Beaucoup plus d'esclaves. Mais c'est un monde esclavagisé. C'est beaucoup plus d'esclaves. Parce que comment tu tiens un esclave en lui donnant le minimum dont il a besoin? Voilà, exactement. Parce que sinon il se révolte. Mais Spartacus. Mais c'est Spartacus, c'est exactement ça. Et c'est la théorie. C'est ça la démocratie. Mais oui. Tu donnes à chacun ce dont il a besoin pour qu'il te foute la paix. Alors, ce qui est terrible, la dette mondiale, elle est énorme. Si je prends
l'exemple des États-Unis d'Amérique, Rav, aujourd'hui en 2019, elle est de 277 000 milliards de dollars. 277 000 milliards. Attendez. Sachez que chaque année, le PIB, le produit intérieur brut, ça veut dire tout ce qui est créé en valeur ajoutée en Amérique, toute production confondue, que ce soit public, privé et tout ce que vous voulez, y compris les exportations et tout ce que vous voulez, ça représente 18 000 milliards. C'est-à-dire que ça veut dire que pour pouvoir régler cette dette, il faudra que les États-Unis travaillent comme elles travaillent aujourd'hui pendant au moins 15 ans pour rendre la dette qu'ils doivent. Ça ne se fera jamais. Et sans toucher un sou. Et que chacun ne touche un sou. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de quel état on est. Et c'est pareil pour la France. La France, aujourd'hui, attendez, j'ai peur de dire une bêtise. La France, c'est 2600 milliards d'euros de dette globale en 2019. 2600 milliards d'euros. C'est une source de l'INSEE, ça. L'Institut national de la statistique et des études économiques. Regardez, 620 milliards de dollars environ d'euros. 620 milliards d'euros environ. C'est la dette du coronavirus. 620 milliards. Mais alors, attendez. C'est-à-dire parce que les gens ne travaillent plus. Parce que les gens ne travaillent plus, parce que des régions entières sont en souffrance, parce que l'État a de moins en moins d'impôts, donc il faut qu'il... Et comment qu'il va faire? C'est pas difficile. Il va s'emprunter à la BCE. C'est quoi la BCE? La Banque Centrale Européenne. Mais en fin de compte, la Banque Centrale Européenne va devenir créancière de l'État français. Et l'État français va prendre les euros et va l'État israélien aussi, mais il va les distribuer. À qui le mieux? Mais seulement le problème, c'est qu'il faut rembourser cette dette. Alors il y a des économistes, alors le grand débat aujourd'hui, c'est comment on va rembourser cette dette. Les économistes ne sont pas du tout d'accord entre eux. Alors il y a par exemple tel économiste, bon je ne donne pas forcément de nom, tel économiste qui dit, oh bien on va diviser cette dette en autant de générations futures. Ça veut dire qu'on va faire peser la dette sur nos enfants et nos petits-enfants. D'autres ils disent, non mais c'est pas très humain, c'est pas très moral. Mais on n'est plus dans la moralité là. On n'est plus dans la moralité. Un autre économiste va dire, non, il faut relancer la croissance. Par exemple, madame, son nom c'est, je le connais, Jésabel Coupé-Soubéraud, que je ne connais pas, qui est prof à la Sorbonne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'État doit soutenir la reprise économique, annuler les dettes publiques tenues par la BCE. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour relancer l'économie, mais il faut de l'argent. Il faut relancer, on ne relance pas l'économie comme ça. Pour relancer l'économie, il faut relancer la demande, il faut relancer l'offre. Or, la demande, elle est amoindrie au maximum. Elle passe par Internet. C'est une demande mondialisée. Ce n'est plus une demande française. Bien sûr. Vous comprenez? On ne va pas forcément aller dans une entreprise française à côté du quartier pour acheter sa paire de chaussures. On va rentrer sur Internet et prendre une entreprise mondialiste qui va vendre votre paire de chaussures dans les 2 jours où vous l'avez. C'est ce qui se passe dans tous les pays. En Israël Israël aussi. Bien sûr. En Israël, aujourd'hui, la plupart des gens n'achètent plus en Israël. Bien sûr. Ils remontent sur Internet, ils commandent, en 2 jours, ils sont livrés à la maison. Donc vous comprenez que même les économistes c'est une grosse pointure, je ne la connais pas du tout cette femme, mais j'ai lu ce qu'elle dit. C'est une grosse pointure. Elle est professeure quand même agrégée à la Sorbonne d'économie, mais il n'empêche que... Mais elle ne s'imagine pas quelle est la réalité. Vu de Jérusalem, ça fait rire. Mais comment voulez-vous lancer l'économie française aujourd'hui? Il n'y a pas d'offre, l'offre elle est mondialiste, et il n'y a pas de demande. Et surtout, elle dit il faut annuler la dette à la BCE. Mais si vous annulez la dette à la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais la BCE va créer de la monnaie et elle va aggraver l'inflation. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'inflation? Alors je vous expliquerai avant 2 minutes, je ne veux pas faire un cours d'économie, c'est un peu compliqué. L'inflation, disent les économistes, et notamment M. Milton Friedman, c'est une définition, ce qu'on appelle quantitativiste de la monnaie. L'inflation, c'est un déséquilibre de flux entre la monnaie et ses contreparties. Ça veut dire que si, par exemple, ce livre vaut 1 shekel, je le vends 1 shekel, mais il y a tellement de demandes que je ne vais plus le vendre 1 shekel, je vais le vendre 30 shekels, 29 shekels, si vous voulez, automatiquement, c'est de la monnaie qui n'a pas de contrepartie. Vous comprenez? Pas de contrepartie, ça veut dire pas de richesse créée en contrepartie de cette monnaie créée. C'est de la fictive. C'est de la monnaie fictive. C'est de la monnaie fictive. Or,
Parce que le livre ne vaut pas 30 Voilà. Or, ce qui se passe, et ça c'est très grave, ce qui se passe, et ça c'est très 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 grave, c'est que l'inflation, elle existe aujourd'hui. Ne croyez pas qu'elle n'existe pas. On nous cache. Elle est où? Elle est dans certains secteurs. Par exemple, l'immobilier n'arrête pas d'augmenter. Mais comment ça se fait que ça augmente? Ça ne correspond pas du tout à la valeur vénale d'un appartement. Pourquoi on paye un appartement aujourd'hui en Israël, dans un quartier correct, 3 200 000 shekels, alors que le même appartement valait 1,2 million il y a 5 ans, il y a 10 ans? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas augmenté de millions. C'est l'inflation. C'est-à-dire que, et c'est pareil pour les titres financiers, c'est pareil pour de très nombreux secteurs, mais cachés. On le dit pas. Ça veut dire que c'est pas, ne croyez pas que l'inflation n'existe pas. L'inflation existe. Et le problème de l'inflation, c'est de renier progressivement, d'user progressivement la monnaie. La monnaie perd de sa valeur. Alors, jusqu'au moment où il n'y aura plus d'euro. Alors, pour l'instant, l'euro tient. Pourquoi l'euro tient? Vous savez pourquoi l'euro tient? Parce qu'on crée de la monnaie et on crée une confiance sur l'euro. Mais le moment où il suffit d'un conflit armé, de quelque chose, d'une grande révolution sociale, que les gens veulent lâcher leur euro pour acheter de l'or, mais l'euro s'effondre, il n'existe plus d'un seul coup. Bien sûr. C'est-à-dire que ça repose sur rien, ça repose sur la confiance. Et les économistes eux-mêmes sont absolument un contre l'autre, quoi. Ils n'arrivent pas à trouver de motus vivendi, de point d'accord. Regardez, juste un mot. Jean-Claude Trichet. Vous savez qui c'est, Jean-Claude Trichet? C'était l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne. C'était l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Française, de la Banque de France. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fin de compte, regardez, voilà son avis. Il faut rassurer les marchés financiers afin d'éviter un risque d'augmentation des taux d'intérêt. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement, il faut les protéger, ces marchés financiers. Il faut les protéger. Pourquoi? Regardez comment il a été formaté. Pourquoi il faut les protéger? Parce que si on ne les protège pas, les taux d'intérêt vont au risque d'augmenter. Ça veut dire quoi un taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. C'est-à-dire véritablement que celui qui va prêter, eh bien certes, il va gagner, mais celui qui va investir, il risque de perdre beaucoup. Et surtout, vous comprenez? Et donc, surtout, le taux d'intérêt, c'est une arme. Contre qui? Contre qui? Vous avez compris contre qui? Contre le consommateur moyen. Mais évidemment. Parce que quand vous avez besoin d'acheter une voiture, au lieu de la payer 10, vous en avez 15. Les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, ce qu'on appelle le sal en hébreu, c'est-à-dire le panier de la ménagère en français, eh bien, avec l'inflation, il risque tout simplement d'augmenter. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, on va être encore plus pris à la gorge. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Jean-Claude Trichet? Il était quand même ancien gouverneur de la Banque de France. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il faut rassurer les marchés financiers, de manière qu'ils continuent à faire leur salade et à s'enrichir, et éviter qu'il y ait une augmentation des taux d'intérêt. Vous comprenez? C'est quelque chose de quelque part monstrueux. Alors, c'est-à-dire que les économistes ne sont pas d'accord les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu dans une époque où la dictature est aussi puissante et cruelle qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'à une époque, j'oserais presque dire à une époque où les dictateurs étaient visibles, où dès que tu le dérangeais, ils t'envoyaient de l'armée pour te couper la tête, c'était malgré tout moins dangereux qu'aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la ruse du serpent est tellement insidieuse, qu'on ne sait même plus où est l'ennemi aujourd'hui. C'est ça. Et on nous fait croire, bonjour à ta maison, le frigidaire est plein, tout va bien. Merci mon Dieu, mon frigidaire est plein. C'est ça. Et un autre point très important, c'est la création monétaire. Je vais vite maintenant parce que le temps passe. La création monétaire, et puis on crée de la monnaie à tire-larigot, comme on dit, qui n'a absolument plus aucune contrepartie, qui ne vaut rien du tout. Vous savez maintenant, la grande mode, c'est de créer des crypto-monnaies. Ben oui. Alors, la Chine est en train de créer le crypto-yuan. Et cela pour essayer tout simplement. Le Bitcoin aussi. Oui, bien sûr. Il y a le Bitcoin. Il a augmenté aujourd'hui, il vaut des millions. Aujourd'hui, un Bitcoin coûte $50,000. 50 000. Alors qu'il a commencé à rien. Rien du tout. $50,000. Donc il a été récupéré par les marchés financiers. Voilà, bien sûr. Pourquoi il monte 50 ? Parce que les marchés financiers l'ont fait monter d'une manière artificielle. C'est comme la cocotte minute qui bout et c'est de la vapeur. Et d'une manière artificielle. Et ce Bitcoin-là peut très très bien s'effondrer, je vais faire peur aux gens,
très bien s'effondrer d'un moment à l'autre, dès qu'il y a un conflit, par exemple ici au Moyen-Orient ou ailleurs, et bien à partir de ce moment-là, on n'en veut plus, on a peur, on va acheter de l'or, on va acheter des pierres précieuses ou autre chose, et tout va s'effondrer d'un seul coup, ça ne repose sur rien. Maintenant, Bien sûr. et toutes les monnaies reposent sur cette création à tire-larigot monétaire au jour le jour de millions et de millions, pour ne pas dire de milliards par semaine dans le monde, en dollars, en euros, etc., qui fait que, attendez, on a l'impression que les pays sont riches, mais ils sont riches de rien du tout. La monnaie, elle est complètement dévalorisée. Nous sommes dans un temps, en fin de compte, de dévalorisation secrète, en cachette, si vous voulez, de cette monnaie, qui n'a plus, en fin de compte, de point de repère elle-même, elle n'a plus de contrepartie. Elle repose sur rien du tout. C'est du vent. C'est du vent. Ce qui est intéressant, parce qu'en hébreu, le mot l'argent, kesef, vient du mot kisoufim, qui veut dire en vérité des désirs. Ça veut dire que tout l'argent repose finalement sur du désir, sur quelque chose qui n'est pas concret. Exact. C'est incroyable comment en hébreu, on retrouve le secret de l'argent dans le mot lui-même. Bien sûr, bien sûr. Alors, un autre point très important, c'est le chômage. Alors, le chômage, lui, il va en s'aggravant, mais évidemment, c'est caché. On ne va pas vous le dire, parce que les théories du chômage sont extrêmement complexes, extrêmement nombreuses et extrêmement diffuses en fonction des États, etc. Par exemple, en France, on parle du chômage lorsque on n'a pas un emploi, on cherche un emploi en fin de mois. Et d'autres pays comme l'Allemagne, c'est une autre définition. Il y a la définition du Bureau international du travail, etc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un chômeur, en fait. Un chômeur, c'est un statut, normalement, théoriquement. Mais en fin de compte, on peut travailler, gagner 5 sous, et avoir, en fin de compte, non pas le statut de chômeur, mais une situation, une position de chômeur. On ne gagne rien, on n'est rien du tout. On a un emploi complètement précaire. Et c'est ce qu'ils veulent, ces forces d'obscurité. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent en fait que chacun ait sa petite emploi parcellaire, complètement fictif, sur l'ordinateur. On va commencer à vendre des maisons, on va vendre des trucs. Et s'il vous plaît, achetez-moi, etc. Et d'un autre côté, ce ne sont pas des emplois, ça. C'est rien du tout. Et ça a commencé en 1980. Au temps de Ronald Reagan, où il y a eu véritablement cette idée terrible de précarité de l'emploi. L'emploi devient... Monsieur George Friedman, un grand sociologue d'origine juive, très grand sociologue français, a écrit en 1950, dans les années 50, un livre extraordinaire qui s'appelait « Le travail en miettes ». Le travail en miettes. Comment que le travail est émietté en fonction des entreprises, en fonction des systèmes, en fonction des secteurs, en fonction des branches économiques, etc. Et il expliquait en fait que chacun a une part infime du travail, n'est-ce pas? C'est Charlie Chaplin, vous vous rappelez, oui. D'accord, dans les temps modernes, ok. Chacun a sa... Il disait, ça va rendre fou l'humanité. Aujourd'hui, ce système est complètement dépassé. Aujourd'hui, on est encore beaucoup plus profondément esclave qu'on était auparavant. Parce qu'aujourd'hui, même ça, on l'a plus. Même ça, on l'a plus. C'est incroyable. Tof, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je n'ai pas de mots pour vous remercier vraiment pour ce que vous avez révélé aujourd'hui. C'est vraiment... chaque cours nous permet vraiment on est en train de construire véritablement l'édifice et là on commence à voir vraiment la maison. Voilà. On commence vraiment à voir la maison, enfin la maison satanique dans laquelle on se trouve, quoi. Et... Encore une fois, un très 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 grand merci, Monsieur Ababou. Et bon, on doit quand même garder la confiance. Oui, absolument. Non, absolument. Hein. Non seulement il faut être confiant, il faut être optimiste, et il faut avoir ce qu'on appelle chez nous le Osla Moïten, c'est-à-dire cette simra, cette joie intérieure, qui est une joie de l'âme, mais aussi ça sonne. Finalement, on gagnera. Qui est la joie du corps. On gagnera. On va gagner. On va gagner, et grâce aux nations. Grâce à ce réveil qu'il y a parmi les nations, parce qu'Israël tout seul ne peut rien faire. Mais le fait qu'aujourd'hui, il y a un réveil inimaginable au milieu des nations. Bien sûr. Et ce qui va permettre de monter une véritable armée qui se battra contre le mal. C'est ça. Et bon, en tous les cas, on se revoit très très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.